29 novembre 1602, à Padoue, en Italie. Galileo Galilei, scientifique italien, envoie une lettre expressément à l'un de ses étudiants. Il a trouvé une façon de compter le temps avec tous les avantages de ce qu'il y avait à l'époque et sans les inconvénients de ce qu'il y avait à l'époque. Alors là, il faut que je vous donne un peu de contexte pour que vous compreniez. En 1600, il y avait deux façons principales de compter le temps. Le premier, c'était par les cadrans solaires. L'idée qu'il y avait derrière, c'est on vient planter une tige sur un panneau. Sous cette tige, on vient mettre différents traits et créneaux pour indiquer chacune des heures. Un panneau que l'on accrochait face au sud pour l'hémisphère nord. Et de cette manière-là, en fait, avec le soleil et la projection de l'ombre de la tige qui était plantée, ça nous permettait du coup d'avoir les heures de la journée au moment où le soleil était levé. C'est-à-dire que au lever du soleil, on avait l'heure qui apparaissait, au coucher du soleil, l'heure disparaissait. L'avantage de ce système-là, c'est que il ne nécessitait pas d'intervention humaine. C'est le soleil qui projette ses rayons de soleil sur la tige. Et voilà, en fait, personne n'avait à s'en occuper, rien. Il y avait juste un bout de tige à planter. Enfin, c'était très simple à construire. De ce côté-là, c'était assez pratique. L'inconvénient, par contre, c'est que, il y avait deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il y a une notion de précision qui n'était pas du tout présente, parce que avoir un cadran exactement face au sud, c'était complexe. On a une question du zénith du soleil qui passe pas exactement au même endroit quand c'est en été comme en hiver. En fonction en plus de l'orientation, de comment était tracé l'écran, etc. Enfin bref, on avait une marge d'erreur sur l'heure qui était assez grande. Voilà. Donc ça c'était le premier point faible. Le deuxième point faible, c'est que on pouvait pas se le permettre de l'accrocher partout. Et puis surtout, il n'y avait pas n'importe qui pouvait se permettre de l'avoir en fait. Donc en fait c'était concrètement accroché à 2-3 endroits dans des villages, à certains endroits dans les villes, et on faisait en sorte en tout cas que le cadran solaire était accroché sur la paroi de la tour de l'église, là où était fixé le cadran aujourd'hui. De cette manière-là, toute personne qui sortait dans la rue et s'approchait un peu de l'église pouvait voir l'heure. Mais bon, quelqu'un qui travaille dans la prairie, qui est un peu à l'extérieur de la ville, obligé de se taper tout le chemin jusqu'à l'église pour voir l'heure. Donc on avait un système de clocher avec du coup les personnes qui venaient sonner tous les jours à 6h30 du matin, à 6h30 du soir, les cloches pour dire c'est la fin du travail quoi. Et pour que tous les gens qui étaient autour de la ville puissent l'entendre. Donc ça, c'était le système le plus commun, le plus populaire pour vérifier l'heure. Le deuxième système qui, lui, était un peu plus luxueux parce qu'il fallait le fabriquer et surtout avoir quelque chose qui était transportable ou voilà, qui pouvait être installable, qui demandait des artisans, etc. C'est la méthode du fluide qui passe par un trou. C'est-à-dire que si vous avez une bouteille trouée, vous allez remplir votre bouteille, elle va être pleine au tout début, et puis plus le temps va passer, plus elle va se vider, et puis peut-être que elle se met une journée à se vider complètement par exemple. Donc vous savez que si la bouteille elle est à moitié remplie, c'est que vous avez passé la moitié de la journée. Si elle est à 3 quarts remplie, si vous avez passé que le quart de la journée, etc. Et de cette manière-là, du coup, on pouvait aussi compter le temps en mettant simplement des graduations sur cette... Alors là, j'ai pris l'exemple de la bouteille. C'était des énormes pots, des énormes fontaines qui étaient faites, en fait, qui étaient fabriquées dans le marbre, voilà, mais qui, du coup, demandaient un peu plus de moyens financiers pour mettre en place. Les Égyptiens, notamment, se sont bien penchés sur... les Égyptiens, puis après ça s'est propagé, sur l'utilisation notamment du sablier. Le fait d'avoir une quantité de sable qui était dans une partie en verre fermé et que l'histoire du trou permettait de faire passer cette quantité de sable d'un côté à un autre. Ça a bien servi, mais uniquement dans des milieux qui sont très spécifiques, notamment dans le milieu de la navigation.
Il faut savoir à propos que Christophe Colomb, lorsqu'il a fait sa traversée de l'océan pour compter le temps, il a dû embaucher quelqu'un qui, toutes les demi-heures, retournait un sablier, compter le nombre de fois où il avait retourné son sablier pour dire bah voilà, il y a 3 heures qui se sont passées depuis tel moment, et en fait il marquait l'ensemble des événements avec à côté les retournements de sablier qu'il avait fait. Donc voilà, et il était vraiment penché pour faire en sorte que le sablier soit retourné pile poil quand il était vide. Autrement dit, 2 systèmes qui donnent 2 façons de donner l'heure, mais avec des inconvénients qui sont quand même assez lourds. Et Galileo arrive au milieu avec sa lettre écrite envers son étudiant, disant bah voilà, moi de mon côté, j'ai trouvé un système avec le pendule. Déjà, qu'est-ce qu'un pendule? C'est simplement une masse qui est en lien avec un point d'accrochage et qui va se permettre du coup d'osciller. Si je lui donne exactement la bonne amplitude, je peux faire en sorte que une oscillation correspond à 1 seconde. Et de cette manière-là, en comptant les oscillations, je vais pouvoir compter un nombre de secondes. Donc mon unité de précision est la seconde, c'est très précis et c'en est rare en fait, en tout cas à l'époque, d'avoir cette précision-là. Et qui plus est, du coup, qui était assez simple à maintenir, puisqu'en fait, il fallait juste revérifier de temps en temps à ce que l'oscillation soit bonne, refaire en relançant le pendule s'il le fallait. On n'avait pas de maintenance spécialement à faire, il y avait juste une personne qui s'occupait de l'ensemble de la ville. Donc, voilà. Et enfin, sur la fin de cette lettre, il écrit justement à cet étudiant spécifiquement là parce que il avait quelques connaissances en fait dans le milieu des rouages et des mécanismes. Et il lui avait demandé si c'était possible du coup de créer une horloge où à chaque fois que ça faisait une oscillation, le poids venait éventuellement taper quelque chose où il savait pas trop comment faire, mais que ça venait détecter qu'il y avait une oscillation de fait, physiquement parlant, et que derrière, par un système de rouage ou de mécanique, ça puisse afficher sur un cadran le nombre de secondes qui a été fait. Et ainsi, de cette manière-là, on avait personne qui restait à côté pour compter les oscillations de pendule. Donc, son étudiant, forcément, génial, parfait, c'est vraiment une idée ça va vraiment être prometteur. Bon, malheureusement, cet étudiant décède alors qu'il est en train de construire son horloge, et c'est quelqu'un d'autre qui reprendra le relais derrière, et c'est qu'en 1652 que le premier prototype solide, qui était intéressant, qui permettait en tout cas un écart de temps raisonnable, sorti. Donc soit 50 ans après la découverte. Le premier effet qui s'est passé, c'est que tous les bourgeois se sont jetés dessus. Pourquoi ? Parce que ils avaient tous une personne qu'ils avaient recrutée qui se chargeait toutes les demi-heures, 1 heure à remplir des seaux, enfin entre guillemets des seaux troués ou des pots troués en terre ou voilà, à récupérer l'eau qui était en dessous. L'eau qui était en dessous, il fallait la redéposer à un autre endroit pour éviter que ça fausse le truc. Et puis reverser encore au-dessus, etc. Enfin bref, c'était à gérer. Il y avait une personne entre guillemets à temps complet qui était embauchée pour ça, quoi. Et avec cette histoire de pendule, etc., cette personne-là, du coup, se retrouve à être payée pour d'autres tâches ménagères de la maison ou autre chose. Enfin, en tout cas, réaiguiller du coup sur autre chose. Vu que c'était un métier qui était assez complexe de faire ce calcul d'oscillation, que c'était pas forcément aisé pour tout le monde, on avait divisé du coup la tâche en 2, c'est-à-dire que l'artisan faisait vraiment tous les matériaux. Et on avait une autre personne qui faisait les calculs et qui donnait la bonne oscillation. Donc, source non confirmée, mais il serait probable que le pendule soit rentré dans le milieu du spiritisme, simplement parce que lorsque l'artisan avait posé l'ensemble du matériel, il l'avait déjà préparé, il avait déjà accroché le pendule et attendait simplement que la personne passe pour faire la bonne oscillation de pendule, que certains pendules se mettaient à osciller sous la cloche en verre de manière inexpliquée et sans action volontaire de la part des gens qui l'avaient. Comme vous l'avez compris, je vais parler ici du pendule sous une orientation spirituelle. J'ai déjà eu dans le passé en tout cas des personnes qui sont venues me voir en me disant voilà, je m'intéresse en tout cas au pendule, j'aimerais bien savoir ce que c'est,
comment on s'en sert, avoir des ressentis avec, par le biais du pendule. Et du coup, je souhaiterais commencer dans ce milieu-là, le milieu de la radiesthésie. Pour ma part, la réponse que j'apporterai là-dessus, et je vais l'apporter via mon expérience du passé, et notamment comment moi j'ai commencé dans ce milieu-là. Chacun a son opinion, chacun a ses pensées là-dessus, ce qui est pas une mauvaise chose en soi, hein, et justement, c'est comme ça qu'on progressera et probablement qu'on fera des découvertes, parce que quelqu'un a pensé par hypothèse quelque chose. Mais du coup, en fait, concrètement, j'étais un peu perdu, moi, pour le premier pendule. La première fois que j'ai eu une expérience intéressante, enfin, je vais dire ça comme ça, j'étais avec un ami. Cet ami-là avait déjà, c'est un ami sur lequel il a déjà fait énormément de pendules, etc. Lorsque j'ai découvert qu'en fait qu'il était dans ce milieu-là et que voilà, il m'a posé la question si je voulais bien l'accompagner dans une session de pendule justement qu'il voulait mener. Donc je lui ai dit bah oui, avec grand plaisir. Par contre, si ça te dérange pas, j'aimerais bien commencer, sauf que je sais pas quel pendule choisir, etc. Lui non plus n'a pas vraiment su me répondre parce que c'est un peu complexe et c'est un milieu où les croyances personnelles jouent énormément. Mais par contre, il m'a dit, si tu veux, au pire, prends quelque chose qui te paraît logique d'utiliser en tant que pendule. Voici du coup mon premier pendule. Ça a été du coup avec un mousqueton qui traînait au fond de mon sac. Il y a une petite histoire pour ceux qui notamment se posent des questions. J'étais anciennement pompier et en fait ça me servait pour accrocher du petit matériel, etc. avec. Donc voilà. Et toujours venant de ce milieu-là, j'ai pris en fait un élastique de masque. Bon, il doit être assez vieux maintenant. Mais un élastique de masque du coup que j'ai accroché à ce mousqueton. Et de cette manière-là, du coup j'ai bien une masse qui est ici, avec mon point d'accrochage qui est là, avec une ficelle qui permet de faire la liaison entre les deux. Et puis voilà, je me suis retrouvé avec un pendule. Et le comble de tout ça, c'est que ça a super bien fonctionné ce jour-là. J'ai eu une très belle expérience, en tout cas ça a été l'une de mes très bonnes expériences que j'ai eues, en tout cas dans le milieu du spiritisme, avec ça. Donc en conclusion, un pendule, mon point de vue en tout cas, un point de vue purement personnel, c'est qu'un pendule, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. À court terme, c'est sympa d'avoir ça. À court terme, le fait de pouvoir trouver un truc qu'on bricole et puis tada, j'ai un pendule et voilà. Pour rentrer dans le milieu, bon, voilà, ça. Après, ça sera en fonction de votre croyance et de votre opinion personnelle, mais moi, du coup, le fait que ça se rattache à un truc physique et puis à une définition physique, ça m'a bien plu. Par contre, sur le long terme, forcément, je me suis forgé, on va dire, des opinions, je me suis forgé des croyances et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis dit que concrètement, ce pendule-là, quand même, le mousqueton qui était au bout a vécu pas mal d'interventions pompiers. J'étais pas spécialement chaud d'utiliser ça pour rentrer en contact avec des entités qui n'ont peut-être pas forcément vécu des bonnes choses non plus. Et je me suis dit concrètement, quand même mieux d'avoir un autre pendule et puis surtout qu'il soit un peu plus confortable qu'un élastique. Donc, concrètement là, ce pendule-là, alors, je l'ai toujours, hein, et je pense, ça m'arrive des fois même de m'en servir encore quand j'ai envie de tester des trucs ou que voilà, je fais des expériences à deux pendules. Mais concrètement, je me suis dit non, faut que je m'achète quelque chose d'un peu plus sain à utiliser que quelque chose qui a servi dans des interventions pompiers. Concrètement, la façon dont je l'ai choisi, en tout cas, on va dire pour qu'il soit dédié pour, c'est à force d'avoir revu et parlé avec plusieurs personnes dans le milieu qui m'ont fait tous un même retour de manière naturelle, sans que je les incite ou que je les insinue à quoi que ce soit. Ils m'ont tous dit concrètement que face à un mur de pendules ou à une grosse sélection de pendules, le mieux c'est déjà d'y aller soi-même, physiquement, et que le premier pendule qui se posait sur les yeux, en gros on regarde le mur de pendule, nos yeux se posent au hasard à un endroit, le pendule qui sera regardé sera celui qui sera le plus efficace pour ça. Alors c'est ce qu'on m'a dit, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Honnêtement, aujourd'hui,
Ça m'a permis en tout cas de trouver un pendule. Ce pendule-là, par cette méthode-là, est effectivement efficace. Après, est-ce que c'est vraiment la façon de le choisir? Honnêtement, je pense pas. Et en réalité, je pense qu'il y a juste une seule chose qui est importante. Même deux. Je vais dire deux choses qui sont importantes. La première, c'est que simplement, il doit être confortable pour utiliser le pendule. C'est-à-dire que le pendule va vous demander d'être dans une position neutre. Ça peut être pendant longtemps avec. Vous allez avoir une notion de temps. Donc en fait, concrètement, il faut qu'il soit confortable à vos doigts. Il faut qu'au niveau du poids, vous n'ayez pas un truc de 4 kilos et que vous n'arrivez pas à le porter au bout du doigt. Voilà. Au niveau de la ficelle, il y en a certains, je sais, qui n'aiment pas forcément le côté métallique, qui préfèrent par exemple le côté tissu un peu élastique aussi, qui peut être présent sur mon autre pendule. En fait, c'est une question de confort. Et là, c'est une question de vous-même. Et c'est en lien du coup indirectement avec mon deuxième point, c'est pour ça que j'ai hésité. C'est simplement votre croyance et préférence perso. C'est-à-dire que certains vont dire que de la pierre c'est important parce que ça permet de mieux canaliser l'énergie qui serait émise de l'extérieur. Il y en a d'autres qui vont dire que le métal aura une importance. Certains vont dire aussi par rapport à la couleur. Il y en a d'autres qui vont dire aussi par rapport à la longueur du pendule ou la masse. Prenez quelque chose sur lequel concrètement vous-même vous êtes confortable avec. En fait, c'est juste, il faut que quand vous en servez, vous tracassez pas la tête et que vous soyez confortable à l'utiliser. Si c'est le cas, c'est que c'est probablement un bon pendule pour vous. Encore une fois, point de vue complètement personnel. N'hésitez pas, et même à propos, si vous avez des opinions différentes, même qui sont contraires à la mienne, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que je reste intéressé en fait par des visions et des points de vue qui peuvent être différents ou des façons d'apporter des éléments qui sont différents, et du coup, voilà, si vous avez des choses en tout cas à exprimer dans ce sens-là, n'hésitez surtout pas en commentaire, ça sera avec grand plaisir personnellement que je les lirai, que voilà, je suis intéressé par vos avis. Ok, donc je vous ai parlé du coup de comment choisir le pendule. Je vais maintenant vous parler de comment le manipuler. En fonction des gens, je sais que certains maintiennent leur pendule entre le pouce et l'index de cette manière-là. Il y en a d'autres qui aiment bien le passer au-dessus d'un doigt, d'autres 2, d'autres 4. Concrètement, il n'y a pas une bonne position de le tenir. Par contre, il faut faire en sorte que vous ayez le minimum de mouvement involontaire possible. Donc là, par exemple, c'est dans une position où je me sens personnellement dans une bonne position pour pratiquer, parce que j'ai le coude de poser sur le bureau. Mais en fait, moins j'aurai de liberté de mouvement, et plus je serai confortable, et moins je bougerai en fait. Et de cette manière-là, je sais que mon pendule peut rester parfaitement droit. Ok, maintenant au niveau interaction, c'est-à-dire vous avez tenu votre pendule, vous avez, on va dire, eu des signes précurseurs qui vous fait penser qu'il y a une entité. Je vais vraiment le dire comme ça, pour éviter de mettre des biais. Et du coup, vous mettez du coup à interagir avec votre pendule. Vous avez plusieurs réponses qui sont possibles avec un pendule. Par contre, vous allez quand même être limité avec une question fermée parce que vous n'allez pas avoir 10 000 possibilités avec. Notamment, favoriser, surtout dans un premier temps, les questions du type oui-non. De cette manière-là, alors moi je sais que c'est cette manière-là, de manière fréquente pour moi. Je sais que le oui est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc là je fais exprès de le tourner volontairement, je le précise d'avance. Donc oui est dans le sens des aiguilles d'une montre, et mon non est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette référence-là, elle est propre à moi-même. Elle peut être différente en fonction des gens, et simplement, vous pouvez très bien, je sais que par exemple mon ami qui m'a fait découvrir, en tout cas qui m'a fait rentrer dans le milieu du pendule, lui, ses oscillations sont inversées. C'est-à-dire que le non est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est un peu particulier du coup quand on pratique tous les deux ensemble. Mais bref, pour avoir ce oui et ce non, et savoir quel est le mouvement qui est associé, il y a une chose qui est simple, et je vous
recommande en tout cas de le faire à chaque fois que vous faites une interaction en communication avec un pendule, c'est de demander à l'entité simplement dites-moi oui. Et du coup l'entité, alors là je fais le mouvement de moi-même, et du coup l'entité par lui-même vous fera faire un mouvement avec le pendule. Dès qu'il y a une notion de mouvement, vous allez comprendre que c'est l'entité qui vous répond, puisque forcément vous étiez immobile depuis 5 minutes. Et forcément l'oscillation qui sera faite du coup sera forcément un oui. Il arrive des fois que ce soit l'entité, la référence que l'entité a qui prenne sur le vôtre. Ça m'est déjà arrivé en fait de me retrouver avec des mouvements de pendule qui étaient dans mon sens contraire à moi-même, ou qui en fait faisait un mouvement qui était complètement différent, du style partir en oscillation en diagonale par exemple. Donc en conclusion, posez toujours la question au début de vos interactions, dites-moi oui ou dites-moi non, et de cette manière-là, ça définit directement la façon dont l'entité va communiquer avec vous. S'il y en a une, s'il y en a plusieurs et qu'ils essaient de se prendre le relais sur le pendule, etc., si chacun essaie d'appliquer sa convention, et jouez Hunger Games. En fonction de l'expérience et du temps que vous allez pratiquer avec, etc., pour ma part en tout cas, il est possible que vous ayez d'autres types de réponses qui vous viennent conventionnellement. Un exemple concret, donc pour ma part je disais que le oui c'est le sens des aiguilles d'une montre, le non c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai pour ma part 2 réponses supplémentaires qui m'ont été associées. J'ai eu l'oscillation de vers moi à vers vous, donc de devant vers derrière. Cette oscillation-là, dans ma convention de communication, ça correspond à ni oui ni non. C'est vraiment que ça me donne une réponse, mais la réponse n'est pas oui et la réponse n'est pas non. Ça peut être je sais pas, ça peut être peut-être, ça peut être oui et non à la fois, en fonction du contexte de la question, et ça peut être ni oui ni non. Donc voilà, tout ça, ça dépend des contextes de questions. Mais en gros, je sais que du coup, lorsque ceci est fait, c'est qu'il y a bien une volonté de l'entité en face de moi de répondre. Il est en train de répondre, mais il répond pas oui, il ne répond pas non. Ok. Et le dernier mouvement que j'ai, qui m'est arrivé aussi, on va dire que j'ai aussi maintenant aujourd'hui, c'est un tremblement du pendule qui se fait au niveau de la masse ici. Lorsque ça tremble comme ça, pour ma part, ça veut dire que l'entité en face est en forte hésitation. Et en fait, si on se met à sa place, il peut y avoir plein de cas différents qui fait qu'il hésite fortement. Ça peut très bien être en mode, il y a une entité à côté de moi qui veut me taper si jamais je réponds. Donc du coup, je veux pas répondre, mais j'ai fortement envie de répondre à ta question parce que ça ferait avancer les choses. Ça peut être aussi du style en mode réelle hésitation, c'est-à-dire ah ouais mais à ces questions je pourrais répondre oui, mais si je réponds oui je lui mets un biais indirectement, alors que si je réponds non je lui mets pas de biais, mais du coup c'est pas la vraie réponse, mince, qu'est-ce que je réponds concrètement? Et pendant cette phase là j'ai ce tremblement qui se fait, et après souvent après ça arrive des fois aussi après juste derrière qui part directement sur un oui ou sur un non en oscillation. Donc voilà du coup au niveau du pendule. Je vous ai un peu importé du coup l'ensemble des choses que je note de mon côté. Alors moi pour ma part j'ai une petite sacoche. En réalité cette petite sacoche qui est là, elle est uniquement pour faire en sorte que ça ne se retrouve pas à se balader ou à traîner ou à prendre la poussière, etc. Enfin c'est pas du tout dans une question de il faut protéger, le mettre dans les lumières noires, etc. Bon ça c'est en fonction des croyances de chacun. Moi personnellement c'est juste pour faire en sorte que voilà, je prends la sacoche et j'ai le pendule qui est dedans et il prend pas la poussière et on va dire il peut pas se prendre un pet, puisqu'il est il peut pas se prendre un pet. Il est un petit peu protégé par la sacoche quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour du coup pour l'ensemble pour l'histoire du pendule. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout, et vraiment surtout, que j'essayais en tout cas de ne pas mettre mes croyances ou vraiment mon opinion purement personnelle dans cette vidéo là, et vraiment de vous parler de manière générique du pendule dans le milieu, dans une notion spirit.
Si selon vous c'est pas le cas, qu'il y a des points où j'aurais pu effectivement éviter de parler de ci ou de ça ou etc. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis je verrai pour éventuellement apporter des précisions rectifier là-dessus. Sinon, je vous dis en tout cas à la prochaine et surtout, gardez l'œil ouvert.